Il y a une espèce de tradition dans la Ve République qui est que deux domaines sont de la compétence du chef de l'État, c'est-à-dire les affaires étrangères et la défense nationale. Et je viens de vous lire l'article 21 de la Constitution qui dit le contraire, qui dit le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il est responsable de la défense nationale. Les mots de la République. Dans le contexte politique actuel, nous avons décidé à France Culture de vous aider à mieux comprendre les enjeux actuels en définissant des mots qui sont au cœur du débat aujourd'hui. Bonjour Thomas Clay. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous avez beaucoup travaillé sur des questions constitutionnelles, sur la 6e République. Vous avez eu une activité au sein du Parti socialiste où vous avez présidé la haute autorité éthique et la haute autorité des primaires. Vous avez participé aussi à des cabinets ministériels. Le mot que vous allez nous définir aujourd'hui est le mot Premier ministre. Le mot Premier ministre parce que c'est celui qui semble être l'enjeu principal de l'issue de cette dissolution, des conséquences de cette dissolution. Et c'est effectivement celui qui incarne aussi cet exécutif bicéphale, avec un président de la République élu par le suffrage universel direct, et un Premier ministre qui est choisi au fond par le président de la République en fonction de la majorité parlementaire. Le Premier ministre, il a un rôle évidemment capital dans l'organisation de l'exécutif. Il a même un rôle qui, au fond, n'est pas parfaitement clair, parfaitement défini dans son rapport avec le président de la République. Pourquoi ? Parce que si on reprend l'article 21 de la Constitution, qui est celui qui définit le rôle du Premier ministre, et qui est d'ailleurs celui qui cite pour la première fois dans la Constitution le Premier ministre, et l'article 21 nous dit ceci. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale, on y reviendra d'ailleurs. Il assure l'exécution des lois sous réserve des dispositions de l'article 13. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Au fond, on pourrait quasiment, en tout cas en l'état actuel, remplacer le mot Premier ministre par le mot Président de la République. Parce qu'on a le sentiment que c'est le Président de la République qui fait tout ça, notamment sur la défense. Et si on regarde un peu rétrospectivement quels ont été les rôles remplis par les premiers ministres dans le passé, je passe sur l'hypothèse particulière de la cohabitation, on s'aperçoit qu'au fond c'est un rôle élastique, flexible, qui reflète assez bien ce qu'est la souplesse de la Constitution de la Ve République, son adaptabilité au régime politique. Donc on a par exemple, rappelons-nous, de François Fillon, qui dans un livre en 2005, je crois, ou en 2006, théorise la suppression du Premier ministre, avant, en 2007, lui-même de devenir Premier ministre et d'être traité de simple collaborateur par le Président de la République. Il n'est pas le seul à avoir envisagé cette suppression, mais alors justement, qu'est-ce que ça signifierait une 5e République sans Premier ministre? Bon, j'imagine que ça ne pourrait pas se traduire uniquement comme cela, mais qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Et il me semble que dans la pratique qu'on a vu s'exercer depuis 2017, à l'exception peut-être des 3 années avec Édouard Philippe, on a quasiment eu une République sans Premier ministre, avec un Premier ministre faiseur, un Premier ministre accompagnateur, collaborateur. Quand quand Emmanuel Macron a nommé Jean Castex, personne ne connaissait Jean Castex, un très très bon connaisseur de l'appareil d'État, mais sans aucun poids politique, un exécutant. Ensuite, Elisabeth Borne, elle avait un passé politique, mais traditionnellement, dans un régime parlementaire, et nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, mais dans un régime parlementaire, le Premier ministre est le chef de la majorité qui a gagné les élections. Ici, c'est pas le cas. Le Premier ministre, il est choisi par le Président de la République, et d'ailleurs, on peut se demander comment il va être choisi le prochain, sur des bases qui sont, Gabriel Attal, quelles sont les raisons, outre le coup médiatique, qui ont conduit à la nomination de Gabriel Attal? Alors justement, puisque vous en parlez, lorsque le Premier ministre est de même étiquette politique que le président de la République, les choses sont claires. Lorsque ça n'est pas le cas et que c'est un Premier ministre de cohabitation, tout change. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la première partie de votre phrase, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'a priori, le Premier ministre, quand il est de la même couleur politique que le Président de la République, les choses sont alignées et on assiste à un travail convergent entre le PM et le PR, comme on dit dans les cabinets ministériels. C'est pas toujours le cas néanmoins. On sait bien que Michel Rocard et François Mitterrand se sont affrontés.
On sait bien que François Fillon et Nicolas Sarkozy se sont affrontés. Donc, je dirais même que institutionnellement, il y a dans la constitution de la Ve République une sorte de vice ontologique qui fait que le Premier ministre, à peine nommé, va rentrer progressivement en dissidence de celui à qui il doit tout et dont, au fond, il postule, il prévoit de le remplacer. Alors, quand on est en période de cohabitation, là, c'est plus compliqué, parce que là, structurellement, là encore, les deux chefs de l'exécutif sont de partis opposés, ils vont s'affronter et en même temps, ils doivent trouver un terrain d'entente, un modus operandi, et on a vu dans les différentes cohabitations que nous avons connues, la première très violente, Mitterrand-Chirac, la deuxième plus harmonieuse, Mitterrand était vieillissant, Édouard Balladur était peut-être plus rond, et puis la troisième, qui est la cohabitation de référence, celle qui a duré 5 ans, où finalement ils ont trouvé un moyen de travailler ensemble, Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et là, ça va être intéressant parce que, notamment, il y a une espèce de tradition dans la Ve République qui est que 2 domaines sont de la compétence du chef de l'État, c'est-à-dire les affaires étrangères et la défense nationale. Mais je viens de vous lire l'article 21 de la Constitution qui dit le contraire, qui dit le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il est responsable de la défense nationale. Donc, supposons qu'on ait un Premier ministre très offensif, ce qui peut tout à fait arriver à l'issue du 7 juillet, des élections du 7 juillet. Supposons qu'on ait un Premier ministre très offensif, rien ne dit que la tradition de la Ve République sera respectée. Le Premier ministre nomme un certain nombre de grands commis de l'État, ou plus exactement, c'est le président qui les nomme sur proposition du Premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire si, par exemple, un Premier ministre veut changer un préfet? Bon, là encore, si les deux sont d'accord, tout va bien. Si l'un des deux n'est pas d'accord, comment ça se passe, Thomas Clay? C'est une très bonne question parce que on sait que le pouvoir, c'est surtout un pouvoir de nomination. Et donc, la nomination aux grandes fonctions de l'État, les préfets, les recteurs, peut-être le directeur de Radio France, sont des... Si Radio France n'est pas Si Radio France privatisée ne un jour. disparaît pas le 7 juillet ou le 8 juillet au matin, qui d'ailleurs peut être un des plus grands risques de cette élection, c'est-à-dire le pluralisme et la liberté d'expression. Eh bien, ils doivent s'entendre et ils doivent trouver un consensus, y compris d'ailleurs sur les ministres. Rappelez-vous que François Mitterrand s'était opposé à ce que François Léotard devienne ministre de la Défense dans la première cohabitation, le trouvant trop jeune, pas assez aguerri, c'est le cas de le dire. Donc ils doivent trouver un accord, puisque chacun a au fond un droit de veto sur ces nominations qui sont faites en Conseil des ministres, c'est-à-dire sous l'autorité du président de la République. Droit de veto, d'accord, il y a un bras de fer politique, bien sûr, l'un a besoin de l'autre, mais qui est aujourd'hui détenteur du pouvoir lorsqu'on a affaire, par exemple, à une cohabitation? Comment se situent les choses, Thomas Clay? Ils sont obligés de s'entendre. Sur ces choses-là, ils sont obligés de s'entendre. Chacun doit accepter des compromis pour arriver à ces nominations, mais on peut rentrer dans une forme de crise politique qui fait que l'un soumettra l'autre. Et le président de la République n'est pas en position de force. Je me souviens de ce qu'avait dit Philippe Séguin, qui a fait partie du premier gouvernement de cohabitation en 1986. Et on se souvient de cette image du premier Conseil des ministres à l'Élysée, où il était, donc François Mitterrand était le seul de l'ancienne majorité, et tous les autres, dont Jacques Chirac. Et Philippe Séguin disait, on était tous là, on était en force, et pourtant, on avait vraiment le sentiment d'être chez lui. L'ambiance était fraîche. L'ambiance est extrêmement fraîche, oui. L'ambiance est souvent fraîche entre un Premier ministre et le président, mais il n'y a jamais eu de rupture jusqu'ici, je veux dire de Premier ministre de cohabitation qui démissionne. Il y a eu une démission qui était celle de Jacques Chirac, mais en dehors de ça, cela ne s'est pas vu. Ça pourrait évidemment se voir, Thomas Clay. On va rentrer dans une séquence politique inédite. Alors, on ne sait pas évidemment quel sera le résultat des élections. Tout est imaginable, même le pire. Même les hypothèses les plus folles. On a appris récemment que l'ancien président de la République, François Hollande, était candidat. Et pourquoi ne serait-il pas, lui, candidat, s'il est élu, à la fonction de Premier ministre de son ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron? Ce serait complètement fou, mais il est animé manifestement d'un tel sentiment de vengeance qu'il pourrait essayer d'occuper la fonction. Et je dis ça
Je n'y crois pas du tout, évidemment, parce qu'il ne serait jamais soutenu par la majorité supposée de gauche, mais parce qu'on aurait là une question institutionnelle majeure. Il est évident que François Hollande, Premier ministre, ne laisserait pas les affaires étrangères et la défense au président de la République, parce qu'en plus, il a l'expérience. Donc là, on aurait vraiment une hypothèse d'école tout à fait intéressante. Merci Thomas Clay.